Bonjour mes chers compatriotes, comme vous l'avez constaté, c'est votre serviteur Essou pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2025 et que la paix, si possible, soit avec vous. Je réalise donc cette vidéo en partenariat avec Bi Africa que nous encourageons et nous soutenons de toutes nos forces pour le travail que cette chaîne abat au quotidien. Et donc, nous avons été alertés donc d'un certain nombre de faits, du domaine pétrolier le week-end dernier, sur lesquels nous voulons vraiment partager notre point de vue et notre avis avec vous, chers compatriotes. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons été alertés donc d'un post LinkedIn qui interpelle un certain nombre d'entre nous qui sont dans du domaine pétrolier. Les faits pour lesquels moi-même j'ai été listé, et quand je suis allé lire un peu les commentaires postés sûrement par ces cadres donc du ministère donc du Bénin, je me suis tout de suite rendu compte que en fait il s'agissait d'un fait que nous relayons déjà depuis plusieurs mois sur la chaîne Bi Africa et sur les forums de discussion WhatsApp, notamment en ce qui concerne le Bénin. Mais là, en fait, on a vu quand même une démarche courageuse donc de la part donc de ces cadres du ministère qui en avaient un peu le ras le cul, excusez-moi ce terme, et qui voulaient quand même mettre un peu de l'ordre dans le secteur pétrolier. Et ils ont relayé à peu près tout ce qu'on en utilisant parfois les mots que nous-mêmes nous employons pour dénoncer ces faits-là. Et donc, c'était un truc qui nous a vraiment ravis et nous soutenons vigoureusement cette initiative. On cru que c'était nous qui étions à l'origine donc de cette initiative, mais non, nous ne sommes pas à l'origine de cette initiative. Et nous, dans notre démarche, nous nous sommes rendus compte que, au final, le Bénin avait déjà tout perdu. Et que de toute façon, la seule chose à sauver, après que nous avons pu dénoncer et tout ça, la seule chose à sauver, c'était quand même de voir dans quelle mesure accompagner ce forage pour que nous puissions recueillir un maximum donc de données scientifiques pour consolider notre connaissance sur le bassin. Mais en ce qui concerne le caractère économique et les bienfaits donc de ce projet, le Bénin avait déjà tout perdu. Nous avons fait ce qu'on avait à faire de notre côté en tant que citoyens. Les autorités n'avaient pas réagi et donc pour nous c'était déjà mort. Et donc on était vraiment dans une démarche constructive, donc en essayant donc d'approcher la compagnie pour leur proposer notre connaissance sur le bassin et en essayant de les guider dans les labyrinthes jusqu'à la réussite, donc tout au moins de ce forage pour qu'on ait des données consolidées pour la compréhension du bassin et notamment pour d'autres explorations sur les blocs juste apposés au bloc 1. Et donc ça, c'était dans cette démarche que nous étions quand nous avons reçu. Quoi parle cette alerte? Cette alerte parle de plusieurs choses. Donc, par exemple, le contrat précaire signé à des ingénieurs géologues béninois qu'ils ont transformé donc en documentalistes pour scanner des données pourries, complètement pourries depuis plusieurs années, qui puent à la SNHB avec un financement soi-disant donc de 20 000 $ pour scanner tous ces documents, donc y compris achat d'ordinateurs, tout ça et les salaires qui sont dedans. Et sachant très bien que cette même compagnie, si elle est sérieuse, c'est qu'elle a des forages à faire, qu'elle aura besoin donc des géologues. L'idéal aurait été que ces géologues soient plutôt déployés pour des formations recyclées, afin donc de contribuer directement du point de vue intellectuel et du point de vue, parce que ces ingénieurs connaissent mieux le bassin que quiconque, que tout étranger d'ailleurs, que ces ingénieurs participent activement au développement donc de ce projet-là. Mais non, l'attitude a été de les précariser. Nous en avons eu qui ont un master depuis plus de 10 ans, certains en ont eu récemment, etc. Donc tout cela, on les a mis dans le même lot. On leur a dit, écoutez, vous devenez documentaliste, vous signez, vous scannez tous les documents et puis basta, c'est terminé. Et donc il y a ça que ces gars du ministère ont dénoncé. Qu'est-ce qu'ils ont dénoncé d'autre? Ils ont dénoncé aussi le fait que contre toute attente, il y a le consortium a craqué, qui a signé un contrat d'opération avec la compagnie Seabird Ghana. Seabird Ghana a des bureaux au Bénin et donc ils ont signé un contrat avec cette compagnie pour assurer tout ce qui va être logistique pétrolière, notamment le personnel également, le ravitaillement de la plateforme, en tout cas
tout ce qui va avec. Et donc, cette compagnie a procédé à l'appel à recrutement donc, du personnel qui sera affecté au forage. Et donc, dans la liste donc, des postes mentionnés, la plupart des postes de responsabilité sont à connotation expat. Ils l'ont très clairement mis expatriés. En gros, c'est ce que ça veut dire. En gros, ces postes sont réservés aux expatriés, y compris même des postes que nous-mêmes, nous avons pu, en regardant un peu la liste qui a été publiée sur LinkedIn, on a vu que ces postes pouvaient être occupés par des Béninois. Il y a de la compétence, soit en interne, soit des Béninois qui sont à l'étranger qui pouvaient quand même occuper ces postes-là. Mais on a tout de suite mis expat là-dessus. Et il y a d'autres postes pour lesquels, bon, en tout cas, ceux qui nettoient le rig, ceux qui nettoient le sol et tout ça, bon, ça, on a mis local. En gros, on veut des gens donc qui viennent du Bénin. Donc, en gros, on veut réduire les Béninois aux postes minables et des postes de responsabilité seront confiés à des expats qui viendront souper nos ressources, parce que ce que les gens ne vous disent pas, chers compatriotes, c'est que ces ressources, tous ces fonds qui sont dépensés pour le forage seront récupérés plus tard, quand il y aura production. Et d'ailleurs, il y aura production. Et donc, en gros, c'est notre ressource en tant que Béninois. C'est un bien à tous les 13 millions de Béninois. Ce bien-là ne leur sera pas alloué, ce sera alloué à des étrangers qui vont bien se gaver. Et après, nous, derrière, on viendra rembourser. Donc, en fait, c'est ce que ça veut dire. Et donc, quand ce monsieur il dénonce tout ça, il complète en disant, en gros, la compagnie Seabed n'a pas en fait promu cette offre-là dans, je veux dire, la sphère journalistique béninoise. L'idée, nous-mêmes en tant qu'enquêteurs là-dessus, on n'a pas eu cette information d'emblée. C'est plus tard, quand on a vu les posts LinkedIn, etc., qu'on a su qu'il y avait ces gens donc de... En gros, ces cadres du ministère reprochent le fait que Seabed Ghana, n'a pas consulté le ministère. D'abord, Akrake Petroleum n'a pas consulté le ministère pour faire valider le contrat qu'elle a l'intention donc de confier à Seabed, notamment en ce qui concerne la logistique. Et de deux, on a constaté que Seabed n'a pas privilégié les Béninois pour les postes à responsabilité, sachant que c'est des coopératoires récupérables. Donc, notre ressource va payer ces gens-là, va payer des expats, des étrangers. Et autre chose aussi qui est quand même très grave, c'est que Seabed Ghana n'a pas promu l'offre dans la sphère journalistique béninoise. En gros, il n'y a aucune publication dans les journaux béninois relayée suffisamment pour que les Béninois soient informés, pour que même pour ces postes minables qui sont dénoncés par ces cadres, que les Béninois puissent candidater et qu'ils puissent être sélectionnés. Ce qui est étonnant, moi, de mon côté, j'ai mené des démarches personnelles, je me suis rendu compte que, y compris même le consultant donc du consortium, notamment le consultant donc de Octogone, n'était même pas au courant qu'il y avait une telle initiative qui a été lancée et qu'un recrutement se fait avec un rig qui va arriver rempli complètement d'étrangers qui vont venir travailler chez nous et qui vont bien se souper chez nous. Et donc voilà un autre aspect des faits. L'autre aspect donc de la chose mentionné par ces cadres donc du ministère, c'est le pourquoi justement ils se sont posé la question de savoir pourquoi justement, si je me souviens bien, RES n'a pas pu avoir accès au bloc pétrolier de la Côte d'Ivoire. Alors pour rappel, nous l'avons également dénoncé, hein. Ces messieurs sont allés prendre... mais ça fait plaisir que des voix s'élèvent et qui relaient tout ça, c'est bien. Donc, on l'avait déjà dit, sur Biafrica, en fait, Petrosi, qui est la compagnie nationale des hydrocarbures de la Côte d'Ivoire, et RES International sont partenariats sur un bloc qu'on appelle le bloc 50 à Oman, à travers donc la compagnie qui est Mazira Oil. Et donc, ce qui se passe, c'est que Petrosi a finalement assigné RES en justice
auprès donc et a demandé un arbitrage international sur un conflit interne lié au non-paiement donc de ces prestations de services. Et en contrepartie, reste au final, à travers donc Mazira, a négocié avec Petrosi et leur a donné plus donc de parts dans l'actionnariat global pour en fait calmer le jeu et trouver une résolution à l'amiable. Et donc, en tant que citoyen, on se demande de savoir quand ces messieurs ils arrivent et qui s'intéressent à nos blocs, on se dit, mais pourquoi est-ce que s'ils sont en partenariat avec Petrosi et que s'ils sont de très bons acteurs, pourquoi est-ce que Petrosi ne leur concède pas ne serait-ce qu'un ou deux blocs chez elle, cette compagnie Petrosi, la compagnie nationale Petrosi. Et donc, ça, c'est une question que tout le monde, que tout citoyen qui réfléchit un tout petit peu devait pouvoir se poser, y compris donc le ministre Ouaddaï qui aurait pu s'en douter un tout petit peu donc de la fiabilité de cette compagnie au moment où elle venait signer le contrat. Et donc voilà un peu ce que dénoncent ces cadres donc du ministère sur le site LinkedIn de REST. Bon, à l'heure où nous parlons, nous avons été sur le site, il y avait plus ces informations, ces commentaires ont probablement été supprimés parce que c'était assez et désagréable pour une telle compagnie. Cette compagnie a été complètement mise à nu et c'est pas bien pour elle, justement pour rassurer ses investisseurs. Donc c'est normal qu'elle supprime. Nous, quand même, on a pu garder quelques échantillons de ces captures d'écran que nous allons peut-être vous partager. Donc, vous aurez les détails donc, des commentaires qui ont été faits sur le site donc, de cette compagnie-là. Et donc, que dit alors l'article publié pour riposter? L'article dit en gros que le ministre, il manque donc de dynamisme et qu'il s'est vu confier une mission informelle de la part donc par le président Patrice Talon, j'allais plutôt dire, et que cette mission consiste en fait à fouiner un peu, désolé pour ce terme, à fouiner un peu son nez dans les affaires, dans les dossiers donc laissés par son prédécesseur, le ministre Monsieur Adambi, dans le seul objectif donc de nuire à toute vérité ou toute tentative donc par ce dernier de se positionner pour une probable candidature présidentielle en 2026. Moi, pour une fois, je dis, en tout cas, bravo pour ce ministre et pour ce qu'il est en train de faire, notamment en essayant donc de fouiner son nez dans les affaires donc de son prédécesseur, si effectivement ce que l'article révélé par Intelligence Africa est vrai. Et il faut dire que cette nouvelle a été déjà propagée dans la sphère. Les grands pétroliers, en tout cas la majeure partie des pétroliers qui opèrent au Bénin, m'ont personnellement déjà contacté et veulent savoir. Donc, il faut dire que cette nouvelle a été déjà propagée dans la sphère pétrolière à l'international. Donc, le nom du Bénin est complètement sali. Et moi, ça me fait pas honneur. C'est pas un truc voilà, dont on a envie de parler. Donc, c'est pour ça que je vous le dis avec une voix un peu grave. Mais donc, je vais vous expliquer comment est-ce que cette compagnie est arrivée au Bénin et puis ensemble, on verra si effectivement le ministre avait raison donc de se mettre dans une position qui est interprétée aujourd'hui donc de position de blocage ou s'il avait tort de le faire. Alors, quand nous avons vu cet article, nous l'avons analysé, il y a deux choses qui ressortent. Première chose, cette hypothèse, elle est plausible et c'est probable. Si le président Patrice Talon, il soupçonne monsieur Adambi de se lancer dans une élection présidentielle en 2026, puisque c'est ce que dit Africa Intelligentsia, relayé par Bénin Web TV, c'est possible. C'est possible parce que, rappelez-vous, quand Zénith était arrivé, Zénith a fait financer une partie donc de la campagne électorale législative de M. Adambi en 2023. Et donc, c'est normal que, puisque c'est sous lui que le consortium a craqué, a signé le contrat, c'est normal que le président puisse soupçonner ce monsieur d'être toujours ambitionné pour la
pour poursuivre en fait son idée donc de briguer, comment on appelle, la présidentielle en 2026. Donc c'est complètement normal que le président Patrice Talon le soupçonne parce que c'est la règle actuellement. On a vu avec M. Richard Boni-Ourou que du coup que M. Adambi n'ait pas renoncé à son ambition présidentielle et qu'il continue pas à œuvrer pour. Et c'est d'ailleurs vrai parce que contrairement à ce que le président Biotchani a fait, il a envoyé quelques deux cadres, etc., qui ne sont même pas le pilier, parce que le pilier repose sur ceux qui réfléchissent, ceux qui lui proposent le programme, dont par exemple l'actuel directeur de cabinet du ministre Akpona, qui est toujours là, qui était un membre très actif donc dans la réflexion donc, du projet de société donc, de M. Adambi. Donc en gros, c'est pour dire que M. Adambi, il a toujours ses pions, ceux qui réfléchissent au projet. Et ce qu'il y a, c'est que M. Adambi avait déjà prévu qu'en 2025, début d'année 2025, il allait confronter le président face à face et lui annoncer sa candidature, quel que soit ce qu'il en découlerait, y compris même démissionner ou si ce dernier le destituait. Ça, c'était un affront avoué à monsieur Olivier Bokor, son parrain d'ailleurs, qui le maintenait au pouvoir, parce que Patrice Talon voulait déjà le zigouiller. Et donc, il avait déjà, tout était déjà préparé. Sauf que ce qu'il oubliait, c'est que ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'il y ait cette affaire donc, de coup d'État qui a fragilisé son projet donc, présidentiel. Et donc qui a contrecarré son parrain, qui est M. Olivier Bokor lui-même, qui ambitionnait d'être président. Comme le président Patrice Talon, il anticipe tout, il a compris en fait qu'il fallait le court-circuiter. Et donc, le président Talon a, début janvier, vous l'aurez constaté, 2025, a court-circuité M. Adambi avant que lui-même ne vienne le voir pour lui dire, bon, écoute, monsieur le président, moi-même je vais être président, etc., etc., etc. Donc, le président Talon, il a pris une longueur d'avance, il a court-circuité. Parce que c'est ce que Adambi aussi avait prévu. Mais bon, voilà. Peut-être qu'avec ce qui est arrivé à M. Bokor, Adambi avait à un moment donné fait un pas en arrière, mais c'était déjà trop tard et du coup le président l'a coupé. Et donc il est quand même logique que actuellement le président soupçonne que en 3 mois, ce dernier n'ait pas changé complètement d'avis et qu'en fait il est en train de reconstituer son réseau pour revenir en 2026 au cas où il y aurait quand même quelques aménagements dans le code électoral. C'est ce qui est souhaité pour permettre à tout le monde donc, de participer aux élections, y compris notre candidat, M. Kémy Séba. Et donc, quand on prend les candidats qui actuellement aujourd'hui a la possibilité donc, de mobiliser beaucoup de ressources financières pour financer des campagnes, c'est le ministre de l'énergie, M. Adambi, parce qu'il est toujours en partenariat avec ces réseaux mafieux. Et quand on parle de pétroliers, les pétroliers sortent de l'argent, ça sort. Et ces derniers ils sont capables aujourd'hui donc de le financer, de le soutenir. Donc ces messieurs sont capables de le soutenir fermement, financièrement, pour qu'il arrive en fait à briguer la présidentielle en 2026. Et donc c'est normal que le président ait pris peur et qu'il cherche à voir clair dans les dossiers laissés. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des spéculations, c'est juste donc des analyses. Moi, je dis que si ce que l'article a révélé est vrai, c'est-à-dire que le ministre de l'énergie s'est vu confier une mission informelle pour fuir un peu dans les dossiers de son prédécesseur en vue de le faire taire pour son projet présidentiel qu'il ambitionne. Je dis que c'est de bonne guerre, c'est peut-être politique, c'est de bonne guerre. Et le président n'a pas envie d'avoir un challenger, en plus un challenger qui est financièrement solide. Donc c'est possible. Et aujourd'hui, M. Adambi, il a encore les ficelles, il tient correctement les compagnies, y compris les compagnies minières, hein, parce qu'il y a un réseau toujours autour donc, de l'or de Perma, hein, ça on ne va pas en parler, mais il y a un réseau mafieux autour de Perma toujours qui tiennent ce monsieur-là, monsieur Shin Kwan, et qui lui soutient donc des sous. Il y a le réseau Adambi, avec monsieur Kora qui a été limogé d'ailleurs, et il y a le réseau Fayon Nicaise,
qui prétend être celui qui a amené cette compagnie au Bénin. Bon, en gros, il y a tout ce réseau-là constitué autour donc, de M. Sinkwane qui le pompe. Donc, en gros, voilà, c'est des sujets pour lesquels nous allons peut-être faire une autre vidéo et revenir un peu dans les détails. Deuxième hypothèse, pourquoi est-ce que moi je pense aujourd'hui qu'il s'agit simplement d'une cabale contre le ministre actuel? Je vais vous le dire. Mais avant, faisons un peu l'historique. De quoi ça s'agit? Souvenez-vous que M. Adambi, quand il s'est vu confier cette mission et donc ce ministère, c'était avec toute la bénédiction donc, du président et toute la confiance qui va avec. Et d'ailleurs, le président lui a confié assez de choses, telles que par exemple l'association donc de la compagnie Crystal Venture, qui est une compagnie affiliée donc à monsieur Paul Kagame, hein, donc disons sa compagnie qui était censée en fait en gros venir reprendre en fait l'exploitation de l'or de Perma et dans la Donga et tout ça. Mais bon, Crystal Venture au final est parti. Donc on peut également faire le lien tout de suite entre Crystal Venture et ceux qui gèrent actuellement la sécurité rapprochée donc du président de la République. Donc vous voyez tous les liens. Bon, on va pas aller dans ces détails, c'est pas l'objectif donc donc on n'ira pas dans ces détails, c'est pas l'objectif donc de cette vidéo. Donc le président, il a dit, moi, je ne m'y connais pas trop dans le domaine du pétrole. Alors, prenez un cabinet pour me gérer le domaine du pétrole parce que j'entends des versions par ici, des versions par là. Écoutez, arrangez-vous, trouvez un cabinet et gérez-moi correctement cette affaire-là. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'ils sont allés... voilà, qu'ils ont été approchés par le cabinet Drakenbat, à qui ils ont confié tout. Vous vous souvenez, on l'avait dit sur la chaîne Biafrica. C'est le même cabinet qui a allé réviser un code pétrolier qui existait déjà à 500 millions donc de francs CFA. C'est également le même cabinet Drakenbat qui a siégé et qui a dit en fait qu'il fallait signer, renouveler le bloc B à cette compagnie américaine. Mais plus tard, on a appris que cette compagnie ne s'est pas vue renouveler son contrat parce que justement, il y a eu donc des tentatives donc de corruption que cette compagnie a essayé de déjouer. Et ce qui a en fait bloqué à ce jour son contrat, cette compagnie américaine. Donc, une valeur donc de 1,5 milliard également. Donc on parle donc voilà, ça va très fort dans le domaine pétrolier. Voilà. Donc voilà. Et ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez tous ces personnages-là. Tous ces personnages sont toujours là. Vous avez M. Olympio, vous avez le comptable à l'est de la BAI, comme le monsieur BAI, monsieur BAI, monsieur Dagnon, voilà, il s'appelle monsieur Dagnon. Vous avez monsieur Dagnon, monsieur Olympio, vous avez monsieur Bakary qui est actuellement ministre des Affaires étrangères. Lui-même, il a connaissance donc de ce pétrolier, de cet Américain qui est bloqué. Après, aujourd'hui, quand Donald Trump dit drill baby, et qu'au final, il voit que ses compatriotes qui l'ont soutenu se voient bloqués au Bénin, je pense qu'à un moment donné, cette affaire donc de suppression des visas, ça va venir très bientôt. Donc on a vu qu'ils ont essayé donc de calmer, de démentir, mais c'est une affaire qui pourrait venir, et ça pourrait venir pas justement ce dossier-là, parce que le jour... avec ce qui se passe avec M. Wadagne, le jour ils vont tenter donc de remettre ce contrat, le bloc B à la compagnie CNNPC, parce que c'est ce qui a été proposé à CNNPC, l'idée, et c'est l'idée foireuse donc de Drakenbat qui propose donc de signer le bloc à CNNPC contre 100 millions donc de dollars de bonus de signature sur contrat, soit 50 milliards à peu près, ou disons 60 milliards de francs CFA, c'est le bonus. Donc 60 milliards de francs CFA à la signature donc de ce contrat que CNPC va verser au trésor béninois. Et en contrepartie également, justement, CNNPC a refusé. Et quand CNNPC a refusé, il a dit non, mais vous prenez pour qui là? Non, moi je veux pas ça. Voilà. Et donc, le Bénin, qu'est-ce qu'il a fait? On a rebondi, on a dit, bon, écoute, tu es intéressé également par le bloc B, le bloc de cet Américain-là. Nous, on vous le donne gratuitement, mais on maintient toujours notre CFA. Et les Chinois ont dit, bon, écoutez,
On va réfléchir à tout ça, rentrer. Donc, la mission béninoise qui a été envoyée pour négocier en Chine est rentrée bredouille, honteusement, hein, on va dire, parce qu'ils sont revenus bredouille. Et parce que, en gros aussi, les Chinois, ils ont connaissance donc de cette histoire de bisbis, de tentative de corruption, donc d'extorsion de fonds auprès donc de cet Américain sur le bloc, et c'est ce qui fait que son bloc n'a pas été renouvelé jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, quand la CNPC ils étaient intéressés par le bloc B qui était un bloc facile, le bloc de l'Américain. Et quand l'Américain a compris ça, il leur a dit attention. Moi, je suis sur le bloc, j'ai déjà effectué donc un certain nombre d'activités d'exploration. Si jamais vous prenez ce bloc, il y aura un arbitrage international. Et c'est d'ailleurs ce qui a aussi fâché le ministre Adambi et le ministre Wadani qui ont dit quand est-ce que cet Américain il viendra en fait mettre fin à cette activité. Donc, le cabinet Drakensberg, dont vous connaissez les pratiques, c'est le même cabinet qui nous a promis vents et marées en nous disant que nous allons faire revenir donc des compagnies internationales sur le bloc 4 en renvoyant la compagnie CBH, le consortium CBH, Petrobras et Shell, après que ces derniers ont investi 90 milliards de francs CFA sur un bloc qui n'a rien donné et dont le contrat était toujours en ballottage de renouvellement. Ce sont eux qui ont proposé donc de renvoyer cette compagnie-là. Ce sont eux, rappelez-vous, qui nous ont révisé le code pétrolier, révisé en une simple révision de 50 pages à un demi-milliard de francs CFA. C'est les mêmes qui nous proposent également de mettre en place un code aval gazier dont nous n'avons pas encore besoin, en tout cas qui n'est pas une urgence à l'heure actuelle où nous parlons. Et donc c'est sous la bénédiction donc de ce cabinet que les contrats ont été signés. Et quand le contrat a été signé en décembre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cela n'a même pas été annoncé dans le journal officiel tel que stipulé par le code pétrolier. Donc ça, c'est une violation du code pétrolier. Et non seulement ça, il n'y avait aucune offre technique n'avait été déposée par Reste dans le temps. Aucune offre financière n'avait été déposée, si ce n'est récemment après donc la publication donc d'un certain nombre d'entretiens entre les actionnaires donc de Reste et la direction où ils divulguaient que le bloc 1 était vraiment, ça faisait un moment que le bloc 1 était sans contrat et donc personne n'en voulait. Et comme personne n'en voulait, eux, ils ont pu négocier un bon deal, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au Bénin. On a promis aux Béninois qu'on va récupérer ce bloc, on va le redévelopper pour que cela puisse contribuer directement à l'économie d'ici 2026 ou plus tard. Et donc, c'est dans cette perspective-là que le bonus de signature de contrats exorbitants proposé par le cabinet Drakensberg qui ne connaît visiblement rien du domaine pétrolier a accepté donc Monsieur Wadani a accepté donc de signer ce contrat. Et donc finalement ces messieurs, ils ont été exonérés du bonus de signature sur contrat exorbitant. Donc ils ont eu le bloc pratiquement gratuitement à la veille donc je vais dire d'une casse économique, d'une casse donc de cette société. Parce que plus tard on a découvert en fait quand cette société a publié son bilan annuel que les réserves donc de Semer constituaient en fait une manne pour maintenir cette compagnie en opération ou en tout cas pour éviter, pour limiter les casses. Et on l'a vu également sur l'évolution donc des parts d'action sur les marchés, la courbe que nous avons montré sur la chaîne Biafrica il y a à peu près 2 mois. Donc, vous avez tous ces éléments, vous repartez, vous verrez les détails là-dessus. Donc, c'était une opération de sauvetage donc, de cette compagnie qui était amenée parce que un ministre de l'économie, quand il y a un truc qui vient à chaud comme ça, première chose, se demande, mais quelles sont vos expériences? Vos expériences, c'est Mazira Oil. Mazira, qu'est-ce qui sont vos partenaires? Vos partenaires, c'est Petrosi. Petrosi, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire? Expliquez. Voilà. Donc, il y a des éléments probants, des questions, etc., que ce monsieur devait pouvoir se poser, même si il avait été conseillé par
Drakensberg, sur lequel repose un tout petit peu de confiance, parce que le président dit, écoutez, moi je ne me connais pas, donnez tout à un cabinet qui s'y connaît, qui va bien nous gérer l'affaire. Et donc le président lui fait confiance, et lui à son tour fait confiance à un cabinet qui en réalité ne s'y connaît pas très bien dans le domaine pétrolier et qui nous induit en erreur. D'ailleurs, ce cabinet a induit le ministre du pétrole du Niger en erreur, et ce dernier est dans les problèmes, y compris certains directeurs également. Donc cette affaire, c'est vraiment rocambolesque. Donc le ministère signe, et c'est tout. Donc cela n'a pas été publié dans le journal officiel, et c'est 3 mois plus tard, après la signature du contrat, que le secrétaire général du ministère, il informe officiellement la direction générale des hydrocarbures et des ressources énergétiques, parce que c'est justement cette direction qui s'occupe de l'aspect réglementaire, et donc c'est elle qui est l'œil donc de l'État, et qui doit s'assurer que tout est respecté de façon procédurale et que tout suit les normes, etc., le contrôle. Voilà. Donc, cette direction a été formée que plusieurs mois plus tard. Je vous l'ai dit, ça n'a pas été publié dans la presse, dans le journal officiel, rien. Même pas au Conseil des ministres. Donc, ça a été fait de façon complètement opaque. Et donc, c'est dans cette atmosphère rocambolesque de fumée complètement noire. Donc, c'est dans cet abysse que le ministre, un comptable, un ministre conseiller à l'économie, parce qu'il faut le rappeler, ce monsieur devait être ministre à l'économie, donc de l'actuel ministre des Finances. Donc, en fait, il était censé défendre le bilan de ce ministre de l'économie, monsieur Wadaye. Contre toute attente, 1 mois après cette fonction de ministre conseiller, il a été nommé à la tête donc, du ministère de l'énergie. Quand il arrive, il dit, bon, allez, sortez-moi le contrat de tous les pétroliers, on va faire le toilettage, etc., etc. Bon, donc, il appelle la compagnie nationale. La compagnie nationale dit, ah, mais moi, j'ai pas l'exemplaire du contrat, j'étais pas associé. Ah, mais oui, comment ça se fait? C'est contrat au code. Ah, ben oui, monsieur le ministre, mais c'est comme ça. Et donc, il se réfère à la direction générale donc, des hydrocarbures et des ressources énergétiques des GHR, les SDGACF. Et donc, il récupère le contrat, il lit le contrat, il tombe de sa chaise, il dit, ah ben, et ça, c'est quoi ça? Bon, en tant que financier, en tant que comptable et tout ça, donc, quand lui, il regarde un peu, il prend un peu de recul, il regarde tout ça, il dit, mais ça, c'est de n'importe quoi. Mais comme lui-même, il était censé défendre le bilan de celui sous qui il travaillait, notamment M. Adani, il s'est retrouvé dans la position donc de blocage, notamment donc de dénoncer ce contrat et de résilier rapidement ce contrat donc du consortium à craquer. Et donc il est là, il tergiverse, il regarde, il ne sait pas quoi faire. Et malheureusement aussi pour nous Béninois, on a une échéance législative qui approche. Et ce ministre aussi ambitionne de se positionner en tant que député donc, de la nation. Du coup, il n'a pas envie de frustrer le chef de l'État qui fait complètement confiance à M. Wadaye. Et M. Wadaye, voilà, à qui il doit soumission, parce que il faut dire que toutes les décisions donc, du ministère des Mines passent par l'approbation finale donc, du ministère donc de l'économie. Et donc ce ministre, il ne sait pas, il est complètement dans les tenailles, il ne sait pas quoi faire. Au final, il a préféré gérer les questions donc de l'eau et de l'énergie, tout en oubliant le côté minier. Et donc c'est peut-être pour ça que l'article disait en gros que ce ministre est dans le blocage total. Et voilà. Mais c'est vrai parce que justement, il fallait voir clair. Moi, pour donner mon avis personnel, je dirais que ce ministre, quand il était arrivé, tout de suite, il a montré qu'il voulait travailler. Il est allé voir WAPCO, il lui a demandé, mais vous foutez quoi là-bas avec l'eau de formation qui quitte le Niger, que vous versez à mer, à ses mains. Comment est-ce que vous traitez tout ça? Il appelle le directeur, le DGHR, il dit, viens me voir, je suis à ses mains, je vais sur le site. Ce monsieur n'a pas eu le temps donc de contacter ses partenaires de WAPCO pour les avertir que le ministre venait du moins. Et donc, du coup, le ministre les surprend en plein délit donc de verser l'eau de formation en mer, en rejeter de la pollution en mer, sans traitement, sans aucun suivi, sans qu'il n'y ait sur place là un agent donc de la direction générale
des ressources énergétiques censées donc contrôler WAPCO sur cet aspect environnemental sans que l'ABE aussi nous soit représenté et tout ça. Donc, il leur a demandé à déposer une demande d'explication et puis bon, au final, il n'en a rien fait parce qu'on a vu toujours, bon, le monsieur il est toujours en poste, etc. Et ça continue, rien n'a été fait, aucune mesure concrète n'a été prise. Bon, on lui a dit, quand il est revenu 2 semaines plus tard, oui, on gèle, mais en fait, rien n'a changé parce que nous avons des informations qui nous viennent de l'intérieur qui nous disent que c'est la même procédure qui continue. Donc, on peut se demander de savoir, est-ce que ce ministre réellement, est-ce qu'il joue pas la carte donc de tiraillement tout en essayant donc de tirailler fort pour que au final les compagnies se sentent donc dans la position de le corrompre, faut dire les choses telles qu'elles sont, de le corrompre ou de lui proposer donc des valises moyennant un assouplissement donc de sa rigueur. Ça, on peut le penser, parce que bon, voilà, c'est humain. Mais moi, je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que justement, à travers donc le post LinkedIn que moi j'ai vu, je pense que du coup, il y a quelque chose qui commence par s'activer autour donc de ce ministre-là. Je pense qu'il a envie de bien faire les choses, mais qu'il est tenu à la fois par son agenda personnel donc d'élections législatives et aussi par le fait qu'il doit soumission au ministre donc de l'économie et des finances. Donc la réaction donc de blocage, elle est là et elle est bien. Il s'est bien exprimé, rien ne se passera. Alors, reste dans son coin, annonce qu'elle a signé la fabrication de l'unité donc de forage et donc de stockage du hydrocarbure, etc., du navire et de l'unité flottante. Elle a également annoncé qu'il y a un rig qui va venir, qui était censé venir en juin, mais finalement ça va venir en juillet parce qu'ils disent que le rig est toujours sur un champ au Congo et fort pour l'opérateur qui est appelé Eni. Donc il y a en fait un décalage donc des activités. Du coup, le rig viendra finalement en juillet au Bénin pour une opération de 120 jours. Le même rig repartira normalement, d'après ce qui est prévu, fin novembre, début décembre, doit commencer en fait des activités de forage en Côte d'Ivoire pour l'opérateur qui est également appelé Foxtrot sur une période de 1 an extensible. Donc en gros, la fenêtre de 120 jours là commence par se resserrer. Et donc cela peut expliquer le fait que malgré que reste à demander à voir le ministre sans jamais pouvoir discuter concrètement du contrat, de tout ce qui va avec, ils se sont dit, ah, finalement, si on ne sort pas ce communiqué, on risque d'être piégé, on risque d'être complètement pris pour con. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout à notre avantage, on va publier ce communiqué, et comme ça, après, on pourra l'utiliser contre les Béninois. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Puisque de toute façon, nous sommes déjà perdants sur ce contrat. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand le ministre va se réveiller, il va dire, finalement, après 2026, finalement, je vous résilie le contrat. Quand il serait déjà peut-être député, qui va renforcer sa position, qui sera maintenant en mesure donc de parler ouvertement et donc de s'affirmer, le reste en fait pourra dire non. J'avais prévu réaliser donc le forage. J'avais demandé à vous rencontrer, vous la partie béninoise. Vous ne m'avez pas rencontré, vous n'avez rien fait. J'ai engagé donc des financements et donc j'en appelle à un arbitrage international. Tout simplement. Donc, c'est ce que la compagnie prévoit, pas justement ce communiqué qu'elle arrive à sortir. Et donc, maintenant, je dis, si le ministre veut réellement agir, c'est maintenant, parce qu'il y a des éléments probants que nous autres, de notre côté, on peut fournir en tant que un technicien donc, du domaine et en tant que expert dans le domaine pétrolier. Il y a des éléments probants que nous pouvons fournir pour soutenir la démarche donc, du ministère vers la résiliation complète du contrat. Il faut que le bloc revienne à la compagnie nationale des hydrocarbures, qui est la SNHBI, la Société nationale des hydrocarbures, SNHBI Bénin, qui est l'équivalent également donc de Petrosi, et que cette compagnie soit financée à peu près, on peut évaluer tout ça, hein, moins de 20 milliards. On reprend le développement de ce bloc-là. Ça va permettre il n'y aura pas d'entrée énorme. Et d'ailleurs, il y aura suffisamment d'entrées puisque
plus que ce que nous avons dans la part actuellement, si on laisse le bloc à reste, si on laisse reste gérer ce bloc-là, on en aura plus si c'est nous-mêmes qui gérons. Et ce qu'on va gagner en plus, c'est qu'on aura, puisque ce sera une compagnie nationale, ce sont les nationaux qui seront recrutés, donc des Béninois, etc. Peut-être au début accompagnés d'experts étrangers et tout ça pour soutenir un peu et faire remonter la compétence rapidement. Et d'ici 2 ans, les Béninois seront en mesure complètement, en totale gestion, autonomie, en totale autonomie donc de gestion, donc de gérer ce bloc, de produire le pétrole, donc de redévelopper ces compétences que nous avons perdues malheureusement après donc la fin du projet pétrolier de Sémé dans les années 98. On a perdu tout un tas donc de compétences au Bénin. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que cela va permettre justement à la compagnie nationale d'avoir suffisamment d'entrées de fonds pour s'aventurer notamment sur le bloc A, avec les structures et tout ça, le pétrole de Tongeji côté Adjara, et sur le bloc B également, si au final le Bénin récupère ce bloc-là auprès donc de sites américains, bon, on pourra envisager à l'attribuer directement à la compagnie nationale et à dire, bon, écoutez, regardez ça, faites ça, c'est un bloc facile, c'est pas assez de dépenses d'investissement initial, vous pouvez produire ce pétrole-là, allez-y, on fait la structure à l'ADA et tout ça, et on pourra en fait redévelopper vraiment le secteur pétrolier. Et quant aux autres blocs, notamment les blocs qui sont en offshore très profonds, etc., on donne la main aux compagnies étrangères. Donc ça peut être ça l'idée. Et à partir de là, on aura la capacité en termes de compétences de pouvoir nous-mêmes faire l'exploration, de pouvoir nous-mêmes, en tant que société nationale des hydrocarbures, forer les puits, produits jusqu'à l'abandon. Et cette compétence va nous permettre de développer la géothermie au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, on a des aquifères qui sont très actifs, notamment l'aquifère du Turonnier, qui a une température d'eau qui est quand même élevée, qu'on pourra utiliser en cycle CCG, un cycle de fonctionnement mixte avec la centrale, par exemple, de Maria Greta pour fournir l'eau chaude directement en cycle combiné. Tout ça, c'est des choses que nous allons pouvoir vous expliquer un peu plus tard, mais c'est des choses qui sont faisables. Et ça va permettre en fait soit de réduire le coût actuel donc de l'électricité, ou sinon à l'inverse d'augmenter l'efficacité donc de fonctionnement donc de la centrale thermique donc de Maria Greta, qui est de l'ordre de moins de 60. On pourra porter, si on ajoute de la géothermie, on pourra porter ça jusqu'à 70%. Voilà. Donc il y a des choses vraiment concrètes, très bénéfiques pour la nation, et il y a vraiment intérêt à ce que le Bénin prenne en main cette ressource très rapidement, et que une mobilisation nationale telle que c'est fait pour la loterie nationale, ou telle que c'est fait pour la banque, là où on a pu lever jusqu'à 120 milliards de francs CFA, que ce soit fait pour le champ de Sémé. Je pense qu'avec 20 milliards, 30 milliards, on a déjà résolu cette affaire, et nous-mêmes, nous allons pouvoir redévelopper ce champ-là efficacement. Voilà, c'est un peu ce sur quoi je voulais vous entretenir. Et donc, cette compagnie reste, on se rend compte en fait que ils viennent avec un projet donc de redéveloppement de ce champ. Non seulement ils annoncent donc des dépenses, tac, on a dépensé ci, on a dépensé ça, pour surprendre le Bénin au moment où quand le Bénin voudra se réveiller, il dira, ah oui, non, nous on ne veut plus vous donner le bloc, on préfère plutôt résilier le contrat, qu'on nous mette devant les faits accomplis avec des dépenses déjà engagées. Et non seulement ça, cette compagnie nous dit également, d'après son rapport, hein, que le champ de Sémé, les stocks de l'horizon H6 actuellement, qui a une réserve prouvée, représentent pour près de 2/3 donc, de sa valeur actuelle de stock disponible. En gros, cette compagnie a des stocks en Norvège et à Oman. À Oman, quand on fait le cumul du stock dont dispose cette compagnie,
comparé au cumul au stock donc de l'horizon I6 uniquement sur le champ de semaine, on a à peu près plus du 2/3 qui vient donc du champ de semaine et qui représenterait une manne considérable pour cette compagnie. Mais contre toute attente, pendant que cette compagnie développe Oman et autres, elle nous propose, en fait, elle propose au Bénin un plan de développement d'1 an sous forme d'essai de production. Ce plan de développement est complètement ridicule. Ridicule en ce sens que ça vise en fait à produire le pétrole béninois et à le stocker sans jamais vendre. Un essai de production d'1 an. L'intérêt derrière, c'est au final de dire, on a toujours nos stocks. En fait, c'est toujours de maintenir sous boisseau le pétrole béninois, de maintenir les stocks, de ne jamais les extraire, de ne jamais vendre. Parce que si on commence à vendre, ça va diminuer. Et à quel prix on veut vendre? On veut vendre à moins de 60 $. Comme ils sont malins et qu'ils ont tout anticipé, ils ont fait une étude. Ils ont fait une étude par un expert qui nous dit que le pétrole de semaine est rentable qu'à 78 $. Au final, quand ils viendront avec le plan de développement pour dire, bah, écoutez, nous on veut redévelopper ce champ-là, on veut bien, on vous montre notre volonté d'aller de l'avant sur le projet, on veut bien développer tout ça, mais vu que c'est à 78 $ que le pétrole est rentable, on ne pourra pas se permettre de le vendre. Donc il faut toujours le stocker. Et donc au final, on va mettre le stock du Bénin, on va jamais le vendre et ça va être toujours là. C'est une stratégie pour eux sur 2, 3, 4 ans. De pouvoir maintenir le sous-boisseau, donc le stock du Bénin, pour relever complètement leur compagnie qui était complètement dans les abysses avec des dettes. Essaie donc de la relever. Ces dettes sont liées essentiellement à leur incompétence sur le champ Mazira Oil. Le champ Mazira Oil, ils étaient à 10 000 barils jour. Et normalement, ils devaient produire ce champ sur une période de 10 années. Et en 2 ans, ils ont pompé, des incompétents, ils ont commencé à pomper de l'eau dans la proportion donc du pétrole produit. Du pétrole produit. Et en gros, on appelle ça du water breakthrough. Water breakthrough, c'est en fait que l'aquifère actif qui est en bas, on va, de façon conceptuelle, on va dire en bas, hein, donc de l'eau, c'est pas en bas, mais c'est tout. Qui pousse le mécanisme, qui sert de mécanisme, qui pousse l'eau, qui pousse le pétrole vers le puits et donc permet au pétrole donc d'arriver jusqu'en surface. Ce mécanisme-là, si on impose donc des mesures donc de production à sel, etc., des mesures donc de production très énormes, on peut à un moment donné dégrader ce réservoir-là et l'eau, le front de l'eau, parce que c'est un front OU, le front de l'eau peut avancer très rapidement vers le puits. Et la proportion d'eau produite par rapport à la proportion d'huile produite sera énorme. Et c'est ce qui arrive à cette compagnie. Et elle est passée drastiquement de 10 000 barils jour en moins de 2 ans à 2 000 barils jour. Au meilleur des cas, elle fait 2500 parce qu'ils ont foré un nouveau puits, mais en réalité qui ne change rien parce que sinon, d'ailleurs, ils auraient produit moins de 1000 barils jour. Donc, en gros, ils ont pu maintenir les 2600 barils jour, malgré leur technologie type forage et performante dont ils se vantent, hein, et type sismique, etc. Bon, donc, ils n'ont pas su que ce sont des horizons, il ne faut pas s'amuser avec. Ils ont aussi Petrosi qui les aide, mais bon, visiblement ça n'a pas suffi puisque peut-être aussi comme Petrosi n'a pas la décision finale, c'est RES qui a complètement la gestion et c'est elle qui aura la gestion de Semen. Semen, c'est à peu près la même structure que ce qui se passe en Oman. Et d'ailleurs, moi je crains que en moins de 1 an d'essai de production qui disent que bon, il y a un front de haut qui vient, etc. et qui fait que il faut produire lentement, il faut produire tout doucement, il faut produire pendant peut-être 4 ans pour pouvoir stocker le pétrole et attendre que le coût du baril remonte au-delà de 78 $, peut-être après 4 ans, pour pouvoir commencer à vendre. Et donc, parce que eux, leur objectif, c'est justement pas de vendre, c'est justement de constituer des stocks. Et donc, finalement, c'est le Bénin qui paie. Non seulement ils nous mentent parce que quand ils disent, ils répondent aux actionnaires à la fin donc en faisant donc le bilan donc de l'année 2024, à la fin donc du mois d'avril, ils disent aux actionnaires que nous avons eu ce bloc là avec un bonus vraiment très alléchant
justement parce que nous avons proposé aux Béninois que nous allons pouvoir remettre, nous allons pouvoir redévelopper rapidement ce bloc-là, plus tard en 2026, et que cela devait contribuer activement à l'économie béninoise. Donc c'est pour ça, au final, ils ont accepté donc de réduire le bonus de signature sur contrat et de nous permettre d'avoir ce contrat-là, malgré le fait que nous n'avons pas soumis une étude technique et une étude financière qui devait être le cas d'après ce que le code pétrolier béninois a prévu. Donc, malgré tous ces avantages et toutes ces violations donc du code pétrolier et tout ce qu'ils ont eu, ils viennent nous dire, bon voilà, c'est ce qu'on va faire de vous. Vous voyez un peu ce qu'il y a, la gravité des faits. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Cette compagnie n'a pas une bonne réputation. D'ailleurs, ce qu'il faut constater, c'est que cette compagnie, contre l'accord qu'il y a de recruter un directeur résident qui soit de nationalité béninoise, qui soit résident au Bénin, a été violé. Ils ont recruté en fait en lieu et place donc de ce qui devait être un Béninois, notamment M. Radoumé, M. Chacha, etc. Il y a plein de compétences. Hein. On ne nous dira pas qu'il n'y a pas de compétences. On peut les lister. Toute la soirée, on n'en finira jamais de les lister. Et donc, cette compagnie a fait venir un Français, quelqu'un de nationalité française, qui est un ancien capitaine donc de l'armée française, qui est directeur résident. Bon. Ce monsieur, il est fait pour être dans les opérations. Il n'est pas fait pour être un directeur résident. Il est fait peut-être pour être dans tout ce qui va être opération pétrolière parce qu'il a fait une spécialité dans l'offshore, dans tout ce qui est marine, etc. Donc, ce monsieur, on pense qu'il pourra être bien et il pourra faire valoir ses compétences dans tout ce qui est opération. Mais le poste donc de directeur résident, initialement, est réservé à quelqu'un qui est résident, qui est béninois. Et d'ailleurs, cela avait été reproché sous Adambi à l'opérateur américain, lui qui a pris un Togolais en tant que directeur résident. Il faut dire que c'était ce Togolais qui a fait venir cette compagnie au Bénin et donc a profité donc de ces relations. Et on lui a reproché le fait qu'il maintienne ce directeur résident qui n'est pas de nationalité togolaise. Il a promis donc de changer quand il y aura le renouvellement de ce contrat. À ce jour, il n'a pas eu le renouvellement. Donc, ça, c'est encore compréhensible. Et donc, dans la même foulée, on fait du 2 poids 2 mesures. On prend un étranger comme en tant que directeur résident, alors qu'il y a des compétences, il y a des gens qui exercent d'ailleurs le poste donc, de directeur résident sur ce même bloc et qui ont un peu une historique de ce bloc et un peu d'expérience là-dessus, notamment M. Dami Hazoumé, qui est toujours disponible et qui a même proposé ses services au partenaire donc, de RES, qui est M. Octogone, M. Razak Saka, qu'il a complètement ignoré et a préféré prendre ce monsieur. Ce monsieur, moi j'ai rien contre lui, mais la démarche qui a été menée n'a pas été rendue publique parce que aucune offre n'a été soumise pour validation au niveau donc du ministère, parce que il faut comprendre que c'est le ministère qui valide d'abord tout recrutement, toute initiative à entreprendre par la compagnie, parce que il y a des frais qui seront engagés et qui seront remboursés. Donc il faut que les deux parties s'entendent sur ce qui est de certaines démarches administratives, recrutement, etc. et des contrats et des prestations donc des contrats de prestation donc de services validés par le ministère. Ça n'a pas été fait. Ils sont juste venus nous l'imposer directement comme ça. Donc ça c'est ce qu'ils ont fait. Commencer, ils devaient aller inspecter la plateforme laissée par Sapetro en offshore. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les yeux, donc, celui qui représente, l'équipe qui représente le ministère des Mines et de l'Énergie, à travers donc la Direction Générale des Hydrocarbures et des Ressources Énergétiques, ces messieurs arrivaient à bord, on leur a dit, bon, le Zodiac qui nous amène complètement à 1 mètre, à 2 mètres donc de la plateforme qui est laissée en mer, ne pourra prendre qu'un certain nombre de personnes. Et donc, ils se sont arrangés pour que le ministère ne puisse pas participer. Au final, l'inspection de la plateforme a été faite sans qu'il n'y ait aucun représentant donc du ministère présent dans le Zodiac qui les a amenés à proximité donc de la plateforme. Mais à l'embarquement, puisque c'était un navire donc de la marine qui les avait amenés jusqu'à proximité, et après ils ont pris le Zodiac pour finaliser le chemin. Eux tous étaient dedans, les représentants du ministère étaient dedans, ils étaient dedans, ils sont tous partis ensemble. Mais pour s'approcher donc de la plateforme, on leur a dit, bon, écoutez, vous, ministère, on ne veut plus vous voir, allez de l'autre côté.
Voilà, rangez-vous, et puis voilà. C'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est en présence, donc, d'un représentant de RES, d'un représentant, donc, de Orthogone, par son consultant, un représentant, donc, de la compagnie nationale qui est aussi actionnaire. Bon, donc, on va dire, le consortium a craqué est, en fait, celui qui allait visiter la plateforme sans regard, donc, du ministère. Et donc, quand vous voyez déjà ces façons, donc, de travailler, il y a de fortes raisons que le ministre actuel, M. Akpona, soit réticent à l'idée donc d'évoluer dans les négociations ou de faire valider des choses. Et en plus de ça, comme ça ne suffit pas, l'étude géologique qui a été faite plus tard sur l'horizon S6, y compris sur l'horizon inférieur H7 et H8, il faut dire que c'est sur les réseaux sociaux que ça s'est retrouvé. En gros, ils ont publié ça sur leur plateforme sans avoir déjà préalablement consulté le ministère qui a validé cette étude à travers donc ces ingénieurs donc qui sont à la direction générale des hydrocarbures. Non, on n'a pas besoin du ministère, on fait comme on veut. Et ça, également, le ministre l'a remarqué. Il ne peut pas le leur reprocher parce que c'est légalement mis dans le contrat que M. Adambi et Wada ont signé. C'est-à-dire que dans le contrat, ils ont mis des termes qui disent que la compagnie peut agir et peut, si elle le souhaite, informer le ministère. Ça veut dire qu'ils ont la latitude de faire tout ce qu'ils veulent et nous informer, soit ou ne pas le faire. Voilà. Donc, quand vous êtes ministre, quand vous êtes comptable, quand vous êtes fin comptable et que vous êtes un expert en audit, vous venez vous auditer tout ça, vous vous rendez compte que le monsieur, il n'est pas complètement con, il ne peut pas se lancer dans ce qu'il ne maîtrise pas trop. Et même si on peut penser qu'il a peut-être aussi des ambitions donc de prendre sa part et tout, mais il sait qu'avec le régime actuel, ça peut ne pas blaguer. Et donc, il n'a pas envie de se mettre, de rentrer dans une maison qui tangue déjà et qui veut déjà s'écrouler. Donc, ce monsieur, il est très prudent et moi, je dis même que si c'est pas par amour pour le pays qui le fait et que c'est parce qu'il a remarqué que c'est un risque très fort qu'il ne veut pas se lancer. En tout cas, je dis que je le soutiens pour cette initiative. Mais il ne faut pas qu'il bloque le contrat sans rien faire parce que la compagnie, puisqu'elle a la latitude à travers le contrat qu'elle a signé de faire tout ce qu'elle veut, d'en informer le ministère, elle continue d'agir, elle continue d'engager des frais, quitte à ce qu'il sera impossible pour nous. C'est ce qu'elle a envie de faire, hein, mais il ne sera pas impossible. Nous, on a des éléments, voilà, il y a un groupe qui réfléchit, tout ça. Il y a un groupe solide donc du ministère qui travaille autour donc de ces questions-là, qui tiennent quand même la baraque en l'état et qui permet donc le fonctionnement donc de ce ministère malgré les dérives donc du ministre Adambi et puis voilà. Donc nous autres, nous soutenons fortement l'action entamée par le ministère, vraiment de démanteler ce réseau donc de mafieux, si tant est que c'est vrai. Nous soutenons cette initiative et nous sommes prêts à travailler d'une main de fer avec le ministère pour l'accompagner dans ce labyrinthe donc dans ces abysses, pour essayer donc de sortir le Bénin donc du gouffre dans lequel nous a mis le ministre Adambi, le ministre Wadani, qui visiblement a fait confiance au cabinet Drakensbad et qui pourra se dédouaner donc de toute action et de toute implication, et du cabinet Drakensbad qui convient donc de renvoyer du Bénin rapidement. Voilà. En 2023. En 2023, cette compagnie arrive sous la bénédiction donc de M. Razak Saka, puisqu'il est actionnaire donc de cette compagnie et que c'est lui qui a les entrées à la présidence. Il arrive à travers donc monsieur le monstre qui est à la prison. Vous savez de qui on parle quand on parle de monstre. Et donc à travers ce monsieur, ils sont arrivés sur nos blocs. Déjà, vous n'oubliez pas l'histoire donc de RES, de Zénith Énergie avec 25 000 barils jour, etc. Toute la mafia autour. Ce monsieur dont les services secrets américains le soupçonnent d'être un bailleur de la mafia azerbaïdjanaise, etc. Donc, on sortait à peine de ce contexte-là, ce contexte vraiment grave, et malgré le fait qu'on a été dupé par cette compagnie, nos autorités n'ont pas pris le recul nécessaire pour réfléchir avant donc d'attribuer le bloc à une autre compagnie.
brusquement, on en était là. Il y avait, entre-temps, il y avait une compagnie, un consortium de compagnies, du Norvégien, un cabinet de consultation géologique, Romils Erins, qui est un cabinet norvégien, avec certains Nigériens qui se sont associés en consortium et qui ont fait même, ils ont déposé une proposition qui était en étude sur ce bloc-là. Et contre toute attente, M. Adambi, il a laissé cette étude, il a signé directement le bloc à Ares, amené par M. Octogone, sous couvert donc du parrainage. Donc, je pense que, bon, et également donc de Drakenbach qui a avalisé tout ça, parce que vous connaissez Drakenbach, ses méthodes et tout ça, vous les connaissez, ce sont eux qui nous ont promis qu'ils allaient ramener des compagnies. Ils ont renvoyé la compagnie CBH et Shell et le consortium CBH, Shell et Petrobras, en nous disant, ouais, nous allons vous ramener des compagnies qui vont investir, etc. Bon, ces gars-là, ces messieurs, ils ont investi 90 milliards et quand ils sont partis, ils sont allés dire à tout le monde, ah ben voilà comment le béné fonctionne, ils nous ont envoyé tout ça. Et donc, ça fait que personne n'est intéressé par rapport à ce bloc 4. Mais en tout cas, les Chinois, quand le président, il avait été, je dis tout ça parce que bon, c'est des choses un peu plus rapides, parce que c'est des choses que j'avais déjà dites lors d'une précédente vidéo réalisée avec Monsieur Biafrika. Donc, si vous remontez un peu les vidéos sur Biafrika, vous verrez tout ça. Et donc, le président, quand il était allé, il a dit, bon, ok, quand il est revenu de ce voyage de la Chine, quand on a eu notre bisbille avec les Nigériens, quand il s'est rendu compte que, bon, voilà, il fallait quand même que le Bénin essaie donc d'accélérer l'exploration pétrolière pour diversifier nos ressources. Il est venu, il a dit, écoutez, donnez notre bloc à CNNPC, sauf que les choses ne se passent pas comme ça. Bon, écoutez, il y a eu tout un tas de trucs qui ont été faits, y compris en 2024, une délégation du ministère était allée en Chine pour aller négocier. En tout cas, la question qu'on se pose, c'est quel a été le coût donc de trahison de la République? Qu'est-ce que l'opérateur Octogone a pu avoir dans cette affaire, à part les 9%? Qu'est-ce que le ministre Agambi a eu? Qu'est-ce que le ministre Wadani a eu pour avoir les yeux fermés au moment donc de la signature de ce contrat dont n'importe qui aurait pu dénicher le caractère frauduleux, le caractère illégal, le caractère qui cache en fait des intentions malicieuses donc de la compagnie RES International. Quel est le coût aujourd'hui actuel? Combien est-ce qu'on peut estimer cette trahison donc de la nation? Nous, on veut le savoir. Et aujourd'hui, on se portera en rempart pour soutenir le ministre Akpona, si tant est que ces mafieux veulent essayer donc de faire passer des messages internationaux pour dénigrer l'image donc du président Talon et de ce ministre-là. Nous allons nous porter en rempart contre ces mafieux-là. Et nous allons soutenir vivement le ministre pour qu'il aille au bout donc de son ambition et qu'il aille très rapidement, qu'il n'attende pas les élections législatives pour pouvoir avoir la force donc de parler, qu'il aille très rapidement vers la résiliation de ce contrat. Nous allons pouvoir lui donner suffisamment d'éléments pour complètement faire taire cette compagnie et les chasser donc du territoire béninois. Merci.